Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième saison des Jeudis du Biotesting, épisode 4, le rendez-vous mensuel pour garder en veille la communauté biotesting. Tout d'abord, quelques informations pratiques sur le déroulé de ce webinaire. L'atelier se décompose en deux parties. Tout d'abord, une présentation de nos deux expertes pendant une trentaine de minutes. Et puis ensuite, un jeu de questions-réponses pendant 15 à 20 minutes. Merci de poser vos questions soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation, exclusivement dans la messagerie dédiée, donc en cliquant sur QR en bas de votre écran. Et puis, nous n'aurons pas d'interaction de questions à l'oral, mais exclusivement via cette messagerie. Cet atelier sera accessible en replay et nous vous transmettrons également la présentation PowerPoint, enfin PDF plutôt, mais c'est à l'issue du webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'approche Analytical Quality by Design AQBD, un défi pour les tests de vecteurs viraux en thérapie génique. AQBD que l'on aborde chaque année depuis maintenant 4 ans dans le cadre des journées Proforma du biotesting, et on trouvait très intéressant de pouvoir refaire aujourd'hui un webinaire dédié sur cette thématique avec notamment des retours très pratiques d'application de la QBD. Et donc cet atelier est en partenariat avec notre partenaire expert Hyposchésie. Je vous propose d'accueillir chaleureusement nos deux intervenantes du jour, Isabelle Moineau, consultante experte en analytique chez Acteum, et Sophie Chevry, chef de projet analytique chez Hyposchésie. Mesdames, c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Fabien pour cette introduction. Alors avec Sophie, nous voulions commencer par remercier Paul Pharma pour l'organisation de ce séminaire et pour nous permettre de vous parler de cette approche de Quality by Design sur laquelle nous travaillons en collaboration. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une coprésentation Hyposchésie Acteum qui est basée sur une collaboration donc, entre nos deux sociétés. Cette collaboration concerne la mise en place de l'approche Quality by Design aux méthodes analytiques qui sont en développement et mises en place en routine au niveau d'Hyposchésie. Et au niveau de cette collaboration, Acteum a apporté toute la partie qui est méthodologie pour cette approche, et Hyposchésie a apporté toute la partie maîtrise et connaissance du produit et des méthodes analytiques sur lesquelles on a déployé cette approche. Alors, au cours de ces 30 minutes de présentation, nous allons vous présenter tout d'abord les challenges analytiques qui sont liés aux produits de thérapie génique. Ensuite, une partie méthodologie pour vous donner quelques grandes lignes sur qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui Quality by Design appliqué aux méthodes analytiques. Et comme l'a mentionné Fabien, l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter les résultats de cas concrets, puisque nous avons déployé cette approche sur une méthode ELISA et sur une méthode digitale PCR. À partir de ces éléments, nous tirons une conclusion et il y a effectivement une session de questions-réponses qui est organisée à la fin de la présentation, qui nous permettra de rentrer peut-être plus dans le détail si vous avez des points particuliers. Donc, quelques mots sur Acteum. Qui est Acteum et comment on travaille? Donc, Acteum est une société de services qui accompagne les entreprises dans le domaine de la santé. Nous travaillons et nous apportons des solutions aussi bien aux startups qu'à des grands groupes pharmaceutiques. Et notre cœur de métier, c'est tous les aspects du pharmaceutique qui permettent la maîtrise du produit procédé, et ceci tout au long du cycle de vie du médicament. Un aspect important pour nous, qui est au cœur de notre métier, c'est l'humain, que ce soit au sein d'Acteum, mais également chez nos clients. Donc, comment on travaille chez Acteum? En fait, qu'est-ce qui fait notre force aujourd'hui? C'est notre intelligence collective. Il y a 4 aspects qui sont importants chez Acteum. Tout d'abord, un travail en équipe, une intervention en équipe multidisciplinaire, des compétences qui sont fortes, avec un niveau d'exigence et un niveau des compétences aussi bien pour le recrutement que sur la formation de nos collaborateurs.
Un apport d'expertise, puisqu'on a des experts qui sont capables de couvrir l'ensemble des domaines du pharmaceutique et des problématiques qu'on pourrait rencontrer, avec du benchmark et de fortes expériences également. Et une forte interaction avec nos clients, puisque, encore une fois, l'humain est au cœur de notre métier. La communication et l'interaction forte à nos clients nous permet d'atteindre les objectifs et de satisfaire les clients par rapport à leurs demandes. Donc voilà, ça, ce sont les clés de notre succès aujourd'hui. Quelques mots également concernant Hyposcasie. Donc, l'histoire d'Hyposcasie commence dans les années 90 avec la création de Généton, un pionnier de la thérapie génique. En 2016, une spin-off de Généton, donc Hyposcasie, est créée. C'est le premier CDMO français dédié à la production de produits de thérapie génique. En 2021, Hyposcasie a rejoint SK Pharmtechos, ce qui nous permet de profiter de l'expertise de ce grand groupe. Et actuellement, nous avons un nouveau bâtiment de production qui est en finalisation, qui nous permettra de produire des lots commerciaux et également d'augmenter la capacité de production d'Hyposcasie. Donc, Hyposcasie est spécialisée dans la production de vecteurs de type AAV et l'antivirus, avec des procédés adhérents comme suspension. On dispose de 2 plateformes analytiques, un laboratoire de développement et un laboratoire de contrôle qualité, qui nous permettent donc de produire des lots GMP pour des essais cliniques en Europe comme aux États-Unis. On accompagne, donc Hyposcasie accompagne ses clients du développement à la commercialisation au niveau de leurs différents projets et permet une montée en échelle des productions qui sont réalisées. Du point de vue analytique, nous sommes impliqués dans le développement, le transfert, la validation analytique de nombreuses méthodes. Donc, ces méthodes nous permettent de réaliser, donc, soit en interne, soit en sous-traitance, tous les tests de caractérisation, de libération ou de stabilité qui permettent donc la libération et la production de l'eau. Pour ce faire, donc, on dispose en interne, entre autres, d'une plateforme ELISA avec un certain nombre d'essais ELISA, une plateforme qPCR et depuis quelques années, une plateforme de digital PCR, de DPCR. Comme Isabelle a mentionné tout à l'heure, on a commencé une collaboration avec Acteum il y a 2 ans environ pour développer nos connaissances sur la méthodologie AQBD. Donc, la première partie du projet de la collaboration avec Acteum consistait à former l'équipe analytique d'Hyposcasie et ensuite de sélectionner des méthodes plateformes chez Hyposcasie de quantification sur lesquelles nous souhaitions appliquer cette méthodologie. Donc, on a choisi pour ça 2 méthodes, une méthode de titration des vecteurs viraux par des DPCR et une méthode de quantification par ELISA des protéines P24, donc dans le cadre des AAV et des LV respectivement. Les objectifs de ce projet étaient donc d'anticiper les demandes réglementaires donc sur nos méthodes, d'augmenter la connaissance et la robustesse de nos méthodes plateformes déjà implémentées et ainsi donc de diminuer le nombre de retests, les volumes de produits nécessaires et les temps de libération, les délais qui sont donc tout ça sont des défis importants dans le domaine de la thérapie génique aujourd'hui. Merci. Donc, avant de vous parler de la méthodologie du Quality by Design Analytic, une overview sur les requis réglementaires. Donc, vous voyez sur cette slide beaucoup de publications. Quels sont les messages clés? Quelles sont les attentes des autorités aujourd'hui vis-à-vis de l'implémentation du Quality by Design? Donc, il y a en fait cette nouvelle approche qu'on peut opposer à l'approche traditionnelle avec une première guideline ICHQ2A qui date de 1994 et on a eu récemment, du coup, à partir de… Donc, on a eu des recommandations de la FDA qui mentionnaient cette approche de Quality by Design, puis au niveau de l'USP, des articles, les stimuli articles qui sont sortis en 2016, l'un concernait l'ATP, l'Analytical Target Profile et son application au travers du cycle de vie des méthodes analytiques, et un autre stimuli article qui concernait l'Analytical Control Strategy. Ceux-ci ont été, aujourd'hui, sont à l'état de stimuli articles, ne seront pas publiés officiellement, mais ce sont des articles qui restent des outils qui sont importants pour l'implémentation de cette approche. En 2020, l'ICHQ12, je le mentionne puisqu'il il a une petite partie effectivement qui concerne le Quality by Design sur les méthodes analytiques, notamment au niveau du Life Cycle Management. Et on a eu donc l'USP 1220 sur l'Analytical Procedure Life Cycle. C'est le seul article aujourd'hui, le plus récent en tout cas, qui a été publié et qui est officiel,
qui a été officielle au 1er mai 2022, donc qui est aujourd'hui la guideline qui nous permet d'implémenter cette approche. Et en 2002, nous avons eu un update de l'ICHQ2 qui datait effectivement de quelques années sur la validation des procédures analytiques. Celui-ci est en consultation publique aujourd'hui, et un nouvel ICH, le Q14, sur le développement des procédures analytiques. Il n'y avait pas jusqu'à présent de guidelines qui nous permettaient, qui nous donnaient des recommandations pour ce développement de méthodes analytiques. Donc, c'est le premier qui est paru, qui est important. L'ICH Q2R2 et l'ICH Q14 mentionnent tous les deux l'application de l'approche AQBD, et pour le développement et pour la validation des méthodes analytiques, et également pour le suivi en routine des méthodes au niveau de leur life cycle. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, sur les dernières années, un certain nombre de publications qui ont été émises par les autorités. Sur base de ces publications, on voit bien qu'il y a une vraie attente des autorités aujourd'hui pour que les entreprises, les laboratoires pharmaceutiques commencent à initier l'implémentation de cette approche au niveau du développement, mais aussi de la mise en place au niveau des laboratoires de contrôle qualité des méthodes analytiques. Alors, pour vous montrer qu'est-ce que le Quality by Design, on peut le résumer en 3 étapes par rapport au développement, au design des méthodes. La première étape va être la définition de l'ATP ou Analytical Target Profile. La définition de cet ATP va permettre de définir les caractéristiques de performance de la méthode analytique. Les caractéristiques de performance sont basées sur les ICH Q2R1, du coup Q2R2 quand il sera publié, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce sont les paramètres de validation sur lesquels on a l'habitude de travailler aujourd'hui. À partir de cet ATP, la méthode va pouvoir être designée et développée en fonction de la performance qu'on souhaite atteindre. Donc là, ce sont les outils que vous utilisez dans vos laboratoires, tout ce qui est sélection des technologies, du DO exploratoire et les expertises analytiques existantes au sein des laboratoires. Selon la phase de développement de la méthode, vous pouvez ensuite appliquer une approche risque pour identifier les variables critiques de la méthode. Donc, idéalement, ce travail doit être fait sur la fin du développement de votre méthode analytique. La partie évaluation des variables de méthode qui sont critiques va se faire via une partie méthode mapping et l'application d'une approche risk analysis pour identifier quelles sont les variables de votre méthode qui sont critiques. À partir de ces variables critiques, nous pourrons construire la stratégie de contrôle analytique qu'on appelle ACS. Donc, ces 3 étapes sont vraiment importantes. On parle de l'ATP, quel est le besoin par rapport à la méthode analytique, jusqu'à la stratégie de contrôle. Comment on identifie ces variables critiques avec l'approche analyse de risque? Donc, votre méthode, une fois que vous allez la mapper, vous allez pouvoir identifier toutes les conditions opératoires et toutes les attributs matières qui sont liés à votre méthode. On va évaluer 2 aspects, la sévérité et la probabilité. La sévérité, on va regarder pour chacune des conditions opératoires ou chacun des attributs matières, quel va être l'impact de chacun d'eux sur la performance de la méthode. Donc, quel va être l'impact sur mon accuracy, quel va être l'impact sur la précision de ma méthode, sur la linéarité, sur la spécificité, etc. En fonction de la réponse que vous apporterez sur cet impact, soit la variable de méthode sera une variable critique, donc on appellera CMV, soit elle restera une variable de méthode qui ne sera pas critique. Et dans ce cas-là, on n'ira pas plus loin au niveau de l'analyse de risque. Pour toutes les variables de méthode qui seront identifiées comme critiques, donc ayant un impact sur la performance de la méthode, on va évaluer la probabilité que la situation de risque se produise et ainsi évaluer le niveau de risque. À l'issue de cet exercice d'évaluation de la sévérité et de la probabilité, vous allez obtenir une liste de variables de méthode qui seront critiques avec différents niveaux de risque. On aura un niveau de risque faible. En général, on a 3 catégories, niveau de risque faible, niveau de risque moyen et niveau de risque fort. La stratégie de contrôle analytique va permettre de mettre en place des moyens de contrôle pour les variables de méthode critiques qui ont un niveau de risque fort essentiellement. Donc, ça nous permet, on ne va pas contrôler toutes les variables dans la méthode, toutes les variables critiques, on va contrôler celles qui ont un niveau de risque fort. Donc, la première méthode dont on va parler et sur laquelle on va vous présenter la méthodologie AQBD qu'on a appliquée, c'est une méthode de type ELISA, en ELISA sandwich, pour la quantification des protéines P24, donc qui est utilisée dans le cadre de l'analyse de l'eau de type antivirus.
Donc, c'est une méthode ELISA sandwich. Les principales étapes sont schématisées ici. Donc, on a tout d'abord un anticorps de capture qui est absorbé au fond des puits et qui est spécifique à l'antigène, donc aux protéines P24. L'échantillon est lysé pour les libérer et ajouté dans les puits pour que les antigènes soient spécifiquement reconnus par l'anticorps de capture et s'y fixent. Ensuite, un anticorps de détection, l'anticorps biotinylé, va être ajouté et se fixer spécifiquement à l'antigène qui va être lui-même déjà fixé au fond du puits. Ensuite, une enzyme, donc la streptavidine HRP, va se lier à l'anticorps de détection et par l'action d'un substrat, l'action d'un substrat sur cette enzyme va permettre une réaction colorimétrique et cette réaction est proportionnelle à la concentration dans l'échantillon d'antigène et donc on va pouvoir lire le résultat avec un spectrophotomètre. Donc, le résultat est proportionnel. Sur la méthode qui vient d'être présentée, on a déployé l'approche AQPD dont on a parlé. Ici, on vous montre les résultats qu'on a obtenus après l'analyse de risque. Donc, la première ligne, vous voyez, qui concerne le nombre de variables totales de la méthode. Donc, en ayant mappé la méthode, on a identifié qu'il y avait 113 variables de méthode qui comprenaient soit des conditions opératoires, soit des attributs matières. La répartition ici est à 66 conditions opératoires et 47 attributs matières. Une fois qu'on a mappé cette méthode et identifié l'ensemble de ces variables, on a déroulé l'approche risque dont on a parlé précédemment et ça nous a permis d'obtenir un certain nombre de variables critiques. Donc, on voit que sur les 113 variables de méthode initiale, on a obtenu 72 variables critiques. Sur ces 72 variables critiques, on a pu identifier les niveaux de risque. On voit qu'on a 37 variables avec un niveau de risque faible, 25 avec un niveau de risque moyen et 10 variables avec un niveau de risque fort. On va faire un focus sur les variables qui ont un niveau de risque élevé, donc les 10 variables. Sur celles-ci, on va voir qu'on a 9 variables qui sont des conditions opératoires de la méthode ELISA et une variable qui est un attribut matière de la méthode ELISA. Ça représente à peu près 9% des variables initiales qui ont un niveau de risque fort. Et ce sont ces variables critiques avec les niveaux de risque forts, donc les 10 variables critiques sur lesquelles nous allons travailler pour mettre en place des moyens de mise sous contrôle. Et ceci fera partie de la stratégie de contrôle analytique. Là, c'était pour vous donner un petit peu plus de détails sur ces variables critiques avec les niveaux de risque forts. On en a identifié 10. Ici, on vous présente celles qui concernent les conditions opératoires de l'ELISA. Donc, pour chaque étape de ELISA qui a été présentée précédemment, l'incubation d'échantillons, l'incubation avec l'anticorps détection, l'incubation avec l'enzyme et avec le substrat. Pour chacune, les conditions de température et de durée d'incubation sont apparues comme variables critiques avec des niveaux de risque forts. Une autre condition opératoire qui est apparue également critique est l'agitation manuelle des plaques juste avant la lecture. Ce qu'on a voulu représenter ici, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on trouve en général en termes de benchmark sur les analyses de risque et lorsqu'on déploie l'approche AQPD sur les méthodes ELISA. On a aujourd'hui effectivement déroulé un certain nombre d'approches, on a déroulé cette approche sur un certain nombre de méthodes, hein, ELISA, méthode chromato, méthode biologie moléculaire, et ça nous permet de voir si on a une cohérence dans les paramètres critiques qu'on peut identifier. Donc ici, on retrouve tous ces aspects des 4 étapes ELISA qu'on a vues précédemment, essentiellement la durée, qui, dans la plupart des exemples qu'on a pu réaliser, a un impact sur la performance de la méthode. L'incubation du substrat, on retrouve que la température et la durée ont également un impact. Il y a 2 paramètres qui n'ont pas été retrouvés sur la méthode ELISA sur laquelle on a travaillé avec Hyposkésie. C'est le temps d'attente avant la lecture de la plaque et l'agitation de la plaque durant l'incubation d'échantillons. Ça vous permet de voir qu'on a des paramètres plus communs aux méthodes ELISA, notamment sur chacune des étapes. On va retrouver la température et l'incubation la plupart du temps. Et ensuite, on va avoir des spécificités qui vont être liées au produit, à l'anticorps, à la matrice, à la complexité de la matrice. Donc, tout ce qui peut être agitation, temps d'attente avant lecture. Ça peut être produit, matrice spécifique. Et ce sont des paramètres critiques qu'on ne va donc pas retrouver forcément sur chacune des méthodes ELISA. Alors, à partir, ici, c'est pour vous donner également une overview de la stratégie de contrôle analytique qu'on a construite pour cette méthode ELISA. On a regardé les conditions environnementales du laboratoire, les attributs matières,
et les conditions opératoires. Sur ces conditions opératoires, on a vu juste précédemment, sur les 4 étapes ELISA, incubation d'échantillons, traitement avec l'anticorps de détection, traitement avec l'enzyme et incubation avec le substrat, on a vu que pour chacune, on avait des paramètres critiques qui étaient la durée et la température pour chacune des étapes. Donc, on a décidé de réaliser une étude de robustesse sur chacun de ces paramètres critiques afin de pouvoir définir des ranges d'acceptation dans lesquels on accepterait une variabilité de la température et de la durée des phases d'incubation en étant acceptable sur la variabilité de la méthode. Ça, c'est ce qu'on appelle les études de robustesse. On voulait aussi vous montrer ici qu'on ne fait pas toujours la robustesse, c'est-à-dire qu'on peut identifier des variables de méthode qui sont critiques et parfois on a des actions immédiates qui peuvent être mises en place, notamment une description des pratiques de mélange des cuves dans une procédure, ça n'était peut-être pas le cas, et on peut aussi également monitorer des temps de préparation d'échantillons ou des temps d'utilisation du substrat. Donc, en conclusion, pour cette stratégie analytique pour les méthodes ELISA, on a parfois des études de robustesse, mais pas que, on peut aussi avoir des actions immédiates suite à l'approche analyse de risque. Donc, comme Isabelle vient de vous le présenter, on a identifié 8 variables critiques à risque fort sur lesquelles nous avons choisi, que nous avons sélectionnées pour réaliser une étude de robustesse, donc qui concerne les durées et températures d'incubation de l'échantillon, de l'anticorps, de l'enzyme et du substrat. Donc pour l'étude de robustesse, on a choisi d'utiliser le contrôle interne actuellement en place chez Hyposcasie. Donc, il s'agit d'un antivirus GFP produit avec notre procédé plateforme. Pour l'étude de robustesse, nous avons dû donc définir une cible, un critère d'acceptation, un critère cible, et qu'on a défini comme étant la moyenne du résultat de 30 analyses indépendantes. Donc on a fait cette moyenne et on a appliqué un facteur plus ou moins 20% afin de permettre d'inclure la variabilité de la méthode. À partir de ces 8 variables critiques, donc les durées et températures d'incubation aux différentes étapes, nous avons sélectionné le range que nous souhaitions étudier. Donc, dans la première colonne ici, sont présentées donc, les limites actuelles de la méthode. Donc, on a qui sont décrites dans nos procédures. On a des durées qui sont généralement décrites comme étant une durée fixe plus ou moins 5 minutes et des températures plus ou moins 1 degré. Dans le cadre de l'étude de robustesse, nous avons décidé d'étudier un range un peu plus large, donc qui reste dans des bornes raisonnables qui peuvent être atteintes en routine, voilà, sans partir dans des extrêmes non plus, et qui ne sont pas connus pour avoir un effet inhibiteur, mais qui permettent d'évaluer sur un range plus large, donc avec des durées avec une variation plutôt de plus ou moins 15 ou 30 minutes et des températures plus ou moins 5 ou 6 degrés. On a sélectionné pour chacune de ces variables 3 niveaux sur lesquels nous avons souhaité appliquer cette étude de robustesse. Donc, avec l'aide d'un statisticien de chez Axiom, nous avons mis en place un plan d'expérience. Nous avons choisi un plan orthogonal pour permettre l'évaluation de ces 8 variables critiques à fort risque et également d'une interaction. Donc, nous avons choisi l'interaction durée et température d'incubation d'enzymes. Comme on l'a vu précédemment, c'est les paramètres qui reviennent très souvent dans le cas des ELISA. Donc, au total, avec ce plan orthogonal, nous avons pu sélectionner 27 essais à réaliser qui permettent de couvrir le plan d'expérience. Si nous avions souhaité évaluer chacun de ces paramètres, chacune de ces variables individuellement, nous aurions dû réaliser près de 7000 essais, ce qui n'est pas possible, d'où l'utilisation d'un plan d'expérience NDO. Donc, les 27 essais sont présentés par des points rouges ici, répartis sur le plan d'expérience en bleu, et donc permettent l'évaluation des différents essais de manière indépendante, sans avoir un essai qui est influé par l'autre, une variable qui est influée par l'autre. Et donc, les 27 essais sélectionnés ont été réalisés dans des laboratoires analytiques d'Hyposcasie. On va vous en présenter un extrait des résultats. Donc, il faut savoir que de nombreuses analyses de données ont été réalisées avec Axiom, tant sur les données de l'échantillon contrôle interne utilisé que sur les points de gamme, par exemple, en DO comme en concentration. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter uniquement les résultats de l'analyse réalisée sur les DO obtenus pour le contrôle interne à la suite de ce plan d'expérience. Pour sélectionner les facteurs significatifs, une méthode de sélection pas à pas ou stepwise a été utilisée.
Donc, dans ce tableau sont présentés donc, les différents facteurs identifiés, donc les durées et températures d'incubation de différentes étapes, avec l'interaction présentée ici. À côté sont associés donc la significativité et le coefficient pour chacun de ces paramètres, donc une significativité à 5%. Un coefficient significatif et positif va indiquer que si la variable augmente, alors le résultat, le résultat rendu à la fin va également augmenter. À l'inverse, un résultat non significatif ici va montrer que si la variable varie dans les ranges étudiés, dans le range étudié et dans le cadre de l'étude de robustesse, alors le résultat ne va pas être impacté par cette variation. Le R carré ajusté du modèle est de 72%, ce qui veut dire que de toute la variabilité totale observée dans le cas de cette étude, 72% peut être expliqué par ces 6 variables significatives. Donc, à l'issue de l'étude DOE, on est capable de construire un modèle prédictif qui va nous permettre de prédire des valeurs en fonction de la variabilité de chacun des paramètres. On a représenté le modèle ici. Et pour voir si on confirme ce modèle, on a appliqué les valeurs cibles qui sont décrites aujourd'hui au niveau des conditions opératoires de la méthode ELISA. Quand on applique les valeurs cibles, on voit qu'on a une densité optique qui… Désolée, je vais juste revenir sur la précédente. Voilà. On voit qu'on obtient une densité optique de 0,292 à partir du modèle. Et lorsqu'on mesure la densité optique du contrôle interne qu'on a utilisé comme référence, on obtient 0,245 qui vient des essais de routine d'une trentaine de valeurs. On voit donc qu'on a une faible différence entre la moyenne obtenue par le contrôle interne dans les conditions cibles et la valeur prédite par le modèle, toujours dans les conditions cibles. Cette faible différence confirme donc le modèle prédictif qu'on a obtenu. Ici, c'est une représentation. Donc, comme l'a montré Sophie, on a les différents paramètres, lesquels sont significatifs, lesquels ne le sont pas. On a les impacts, est-ce qu'on a des impacts positifs ou négatifs? Grâce aux critères d'acceptation et à la comparaison avec la référence, on va pouvoir définir des ranges de robustesse pour chacun des paramètres étudiés au niveau de notre étude de robustesse. Donc, vous voyez ici dans le carré différentes couleurs. Les couleurs correspondent en fait aux critères d'acceptance que vous allez définir. Ces critères d'acceptance sont définis sur la base de la connaissance de la méthode, d'une validation existante si c'était une méthode similaire, des spécifications par rapport à votre produit également. Donc, une fois que ce critère d'acceptance a été défini, vous pouvez définir la zone de robustesse. Sur le schéma, on voit par exemple que le temps pour la première étape se situe sur un range de robustesse entre 90 et 100 minutes. Et on peut définir de la même façon les durées de l'étape 2, de l'étape 3, la température de l'étape 3 et la durée et la température de l'étape 4 sur ce type de graphique. Donc, par exemple, pour un range de robustesse, pour le temps de l'étape 1, entre 90 et 100 minutes. Pour le temps de l'étape 2, on sait qu'on restera dans la zone verte entre 30 et allez, un petit peu plus 72 minutes. Donc, ça vous permet de définir les ranges de robustesse pour chacun de vos paramètres que vous avez identifiés comme critiques et qui ont été engagés dans l'étude de robustesse. Donc voilà, concernant la méthode ELISA, maintenant on va vous parler d'une seconde méthode sur laquelle nous avons appliqué la méthodologie de la QBD, donc qui est une méthode de titration des génomes viraux par digital PCR qu'on utilise dans le cadre de l'analyse de nos lots de type AAV. Donc, la Digital PCR en gouttelette, ou DDPCR, peut remplacer la qPCR classique. Donc, dans le cas de la qPCR classique, chaque tube va permettre une réaction d'amplification, alors que dans le cas de la DDPCR, chaque tube va contenir des milliers de gouttelettes, et dans chacune de ces gouttelettes, il pourrait y avoir une réaction d'amplification. Donc, dans cette méthode, l'échantillon et le mix PCR, combinés, sont partitionnés à l'aide d'un automate par une émulsion eau-huile afin de former ces petites gouttelettes. Et dans chaque partition, il pourra y avoir cette réaction PCR.
La réponse obtenue va être binaire, soit la gouttelette fluoresce, donc est positive, soit la gouttelette ne fluoresce pas et est négative. Une analyse statistique qui prend en compte la distribution de poissons permet d'exprimer le résultat en copie par microlitre. Les avantages de la DDPCR sur la méthode QPCR sont que la DDPCR permet une quantification absolue, donc qui permet de s'affranchir de l'utilisation de courbes standards. Et également, la DDPCR permet de réduire le biais qui peut être dû aux inhibiteurs de PCR qu'on peut par exemple retrouver dans des tampons d'extraction. Le domaine de mesure de la DDPCR est par contre plus réduit, plus faible que dans le cas de la QPCR. Alors, on vous présente ici pour la DDPCR, en parallèle de ce qu'on a présenté précédemment pour l'ELISA, on applique la même approche. On a un nombre de variables à l'issue de l'analyse de risque, donc du mapping de la méthode. On a un nombre de variables totales identifiées, ici identifié à 205, qui comprend toujours et les conditions opératoires et les attributs matières de votre méthode. À partir de ça, on fait tourner l'analyse de risque et on obtient un certain nombre de variables critiques, 110 variables critiques au total, qui sont réparties encore une fois entre les conditions opératoires et les attributs matières. Lorsqu'on évalue le niveau de risque, on a des variables critiques qui vont avoir un risque faible, moyen, élevé, et on va faire un focus également dans ce cas-là sur les variables de méthode qui sont critiques, qui ont un niveau de risque fort. On en a obtenu 24 pour la DDPCR, 21 correspondent à des conditions opératoires et 3 correspondent à des attributs matières. 24 variables critiques avec des niveaux de risque forts sur un total de 205 variables de méthode. Ça correspond à peu près à 12% de variables qui ont un niveau de risque fort sur lesquelles on doit mettre en place des moyens de mise sous contrôle et qui feront donc partie de la stratégie de contrôle analytique. Pour vous donner également une information sur qu'est-ce qu'on a trouvé comme variables critiques, donc celles qui concernaient les conditions opératoires, on les a retrouvées au niveau des différentes étapes qu'a décrites Sophie, qu'on doit dérouler pour cette méthode. Donc, certaines conditions opératoires sont liées à l'étape d'extraction du DNA, d'autres sont liées à l'étape de préparation d'échantillons et un certain nombre sont liées à l'amplification du DNA et à la lecture au niveau des gouttelettes à la fin. Au niveau des attributs matières, on a identifié 3 variables critiques qui sont liées effectivement à l'équipement utilisé. Donc, par exemple, une erreur, une référence incorrecte d'huile qui pourrait être utilisée, une référence incorrecte de cartouche qui pourrait être utilisée et une contrainte d'utilisation puisque la méthode était développée sur un équipement spécifique. Avec la même, pour vous donner le même visuel que précédemment, donc ça c'est un extrait, on ne vous a pas représenté l'ensemble des étapes, mais si on regarde l'étape d'extraction du DNA, on a identifié ici des variables critiques avec des niveaux de risque qui étaient forts, sur lesquels il a été décidé d'engager une étude de robustesse pour déterminer les ranges de robustesse sur lesquels on accepterait d'avoir une variation et des températures et des temps d'incubation, mais qu'on resterait toujours acceptable par rapport à la performance de la méthode attendue. Donc, par exemple, ici, on a identifié au niveau du traitement enzymatique, le premier traitement enzymatique, une étude de robustesse sur la température durant l'incubation. Au niveau du deuxième traitement enzymatique, une étude de robustesse sur la température et la durée, et une étude de robustesse sur la durée et la température pour le stockage du DNA après extraction. Également des actions immédiates qui permettent de pouvoir apporter des moyens de mise sous contrôle rapidement pour les stratégies de contrôle analytique. Donc, comme Isabelle l'a présenté, on a identifié 5 variables critiques à risque fort sur lesquelles appliquer une étude de robustesse. Pour pouvoir évaluer ces 5 variables indépendamment, individuellement, il faudrait réaliser 243 essais. Donc, l'objectif serait de mettre en place un plan d'expérience comme précédemment afin d'obtenir un nombre d'essais raisonnable qu'on puisse réaliser pour permettre d'évaluer ces 5 variables. Pour pouvoir les évaluer, il faudrait également définir des critères d'acceptation qui restent à définir pour faire cette étude de robustesse. Donc, en conclusion, nous avons évalué en AQBD 2 de nos méthodes, une méthode ELISA et une méthode de DPCR, pour lequel nous avons identifié les différentes variables de méthode et nous les avons évaluées en fonction de leur niveau de risque. On obtient dans le cadre de la méthode ELISA, comme Isabelle l'a présenté, 113 variables, dont 9%
sont des variables critiques à haut risque. Et dans le cadre de la DDPCR, 205 variables, dont 12% sont à haut risque. Ces différentes variables doivent donc faire partie de la stratégie de contrôle analytique afin de maîtriser en fait, ce risque. Nous avons pu mettre en place différentes actions immédiates à implémenter, à mettre en œuvre dans une procédure pour réduire les risques identifiés. Tout ce travail d'évaluation de nos méthodes est important dans le cycle de vie des méthodes analytiques pour définir des stratégies de contrôle correctes et adaptées. L'objectif pour Hyposcasy serait maintenant d'appliquer ce travail sur d'autres de nos méthodes plateformes, donc en commençant par les plus critiques, afin, encore une fois, de continuer et d'améliorer notre connaissance des méthodes plateformes et d'anticiper les requis réglementaires également, comme on l'a mentionné au début. En conclusion, un résumé sur les bénéfices de l'approche AQBD. Donc, effectivement, pouvoir définir une stratégie de contrôle qui est adaptée. C'est une attente des autorités aujourd'hui. On l'a vu au travers des différentes guidelines qui ont été publiées, l'USP 1220 qui est officiel, Q14 et Q2R2 qui sont, donc Q12 est également officiel, Q14 et Q2R2 qui sont en public consultation, mais qui devraient devenir également applicables dans nos laboratoires très prochainement. On voit que la stratégie de contrôle analytique est un élément clé pour la maîtrise et la stratégie de contrôle produit-procédé. Aujourd'hui, le Quality by Design est largement déployé sur la partie maîtrise produit-procédé au sein des industriels pharmaceutiques. Il manque un morceau, effectivement, pour avoir cette maîtrise globale sur la partie produit-process-méthode. C'est la stratégie de contrôle analytique qui l'apportera. Un gain également au niveau de réduction des lead time de release notamment, puisqu'on aura des méthodes plus robustes et des méthodes qui seront surtout contrôlées au travers du cycle de vie analytique. Et enfin, une optimisation des opérations et des ressources au niveau des différents laboratoires, puisque l'objectif, ce serait de simplifier tous les process qualité au niveau des laboratoires, notamment la revue des données, le change management, les formations, le traitement des événements qualité. Comment? En faisant un focus des efforts à apporter sur les variables critiques qui ont un niveau de risque fort. Par exemple, on pourrait imaginer qu'au lieu d'avoir une revue des données de l'ensemble des conditions opératoires d'une méthode analytique, on pourrait avoir une revue simplifiée uniquement des variables critiques qui avaient été identifiées avec un niveau de risque fort. Tout ce qui est aussi change management au niveau du cycle de vie des méthodes, évaluer l'impact d'un changement de la méthode selon si l'impact concerne une condition opératoire ou un attribut matière qui a été identifié comme critique ou pas, et s'il a été identifié comme critique selon son niveau de risque, on pourrait adapter le niveau de management du changement. Même chose pour la formation, faire un focus sur les éléments qui sont critiques dans la méthode, également pour les événements qualité. L'idée d'avoir des ranges de robustesse qu'on ne va pas forcément appliquer en routine, puisque la routine peut tourner avec des valeurs cibles, mais si jamais au niveau des laboratoires, on sort de la valeur cible, si on a un range de robustesse qui a été démontré, alors on pourrait accepter le résultat. 4 aspects importants par rapport à l'application et aux bénéfices qu'apporte le Quality by Design Analytic au niveau des laboratoires. On vous remercie de votre attention et on est là avec Anne-Sophie pour pouvoir peut-être répondre à des questions si vous avez eu la possibilité d'en poser. Et puis peut-être au-delà aussi, je me permets de parler en nous donnant, Sophie, si vous souhaitez rentrer en contact plus avec nous sur des thématiques précises qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'aborder maintenant. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette présentation très claire, très précise. Je vous propose, alors déjà, on avait en ce jour de vote au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, on s'est dit que c'était quand même intéressant aussi de vous faire voter un peu, de vous faire un peu prendre votre pouls. Donc, on vous a mis un petit sondage en tout début de webinaire. Donc, on peut, normalement, vous devriez voir, je pense, les uns et les autres, le résultat de ce sondage. Je vous laisse commenter peut-être, Sophie et Isabelle. Oui. Alors, on voit qu'effectivement, on a à peu près, sur 17 personnes, 18% qui appliquent l'approche QBD au niveau des labos et 81% qui ne l'appliquent pas. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Fabien, on commence aux côtés de Paul Pharma de présenter ces méthodologies de Quality by Design depuis maintenant quelques années.
Et on s'était permis également de poser ce type de questions. Et on était à peu près dans ces pourcentages-là, ce qui montre qu'aujourd'hui, cette approche-là, elle n'est pas déployée de façon large au sein des différents laboratoires pharmaceutiques, que ce soit des laboratoires développement, des laboratoires sécu. Je dirais que par rapport à ce qu'on a vu au niveau des guidelines, c'est une vraie attente des autorités aujourd'hui. Non seulement c'est une attente des autorités, mais ça porte aussi ses fruits, puisqu'on a des méthodes plus robustes. On peut faire du life cycle analytique. On facilite l'utilisation des ressources au niveau des laboratoires. Donc, il y a, au-delà d'une attente des autorités, il y a un vrai avantage d'implémenter ces technologies au niveau des labos. Et voilà, pour quelles raisons c'est aujourd'hui peu déployé au niveau de l'industrie pharmaceutique? Je crois qu'il y a un focus qui est fait sur la partie produits procédés et l'analytique arrive peut-être parfois un petit peu à la fin. Voilà. Encore une fois, je vous encourage vraiment à déployer ces approches, puisque une fois que les ICH, la Q14 qui a un focus fort sur le développement des méthodes basées sur la QBD, une fois qu'elle sera publiée, la Q2R2 également pour la partie validation avec une approche Quality by Design, une fois qu'elles seront publiées, je pense qu'il sera difficile en tout cas que les entreprises n'aient pas ou le dérouler sur un certain nombre de méthodes, peut-être pas toutes, mais en tout cas qu'elles aient des procédures ou des processus en place ou qu'elles aient initié la réflexion autour de l'implémentation de la QBD. Et puis, du coup, j'en profite, je fais ma page de pub. Mais l'année dernière, Isabelle, tu étais intervenue avec Jean-François Déric de GSK Vaccine. Et Jean-François, il sera de nouveau présent cette année, les 7 et 8 juin, aux journées du biotesting, justement sur une présentation dédiée aux challenges et opportunités de ces ICH Q2 et une nouvelle ICH Q14. Voilà, j'ai fait mon teasing aussi. Je vous propose donc de prendre les premières questions. Alors tout d'abord, Vincent Berthelet de Quality Assistance vous demande comment avez-vous décidé des valeurs de paramètres à utiliser dans le DOE? La difficulté est d'être sûr que la méthode ELISA permet de rendre des résultats corrects dans le range des paramètres. Certaines valeurs des paramètres ne permettent pas d'obtenir le parallélisme entre les courbes standards et d'échantillons, par exemple. Quel logiciel de DOE utilisiez-vous? Moi, je peux répondre à la première partie de la question. Donc, comment avons-nous décidé des valeurs de paramètres à utiliser dans le DOE et la difficulté d'avoir des résultats qui rentrent dans le range. Donc, en fait, on a évalué, on a estimé quelles étaient les chances ou le risque finalement d'atteindre ce range-là en routine. Par exemple, aujourd'hui, on sait que le risque d'avoir 50 degrés dans les laboratoires en température ambiante, il est quand même minime en région parisienne. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt d'aller jusque-là. Donc, on a sélectionné comme ça aussi, d'essayer de rester plutôt centré autour de notre cible en élargissant le range comme ça. Et en amont de l'étude de robustesse, on a réalisé des tests aux bornes, donc haute et maximum et minimum, pour vérifier qu'on arrivait à obtenir des résultats sur ces limites hautes et ces limites basses, avec des résultats corrects, avec une gamme qui était exploitable, etc. Oui, peut-être. Merci Sophie. En complément, effectivement, une fois qu'on a identifié l'ensemble des paramètres, on a fait ces essais préliminaires qui prenaient toutes les valeurs hautes et toutes les valeurs basses pour voir si on allait sortir des zones de mesure qui étaient permises par la technique. Au niveau du logiciel de DOE, on utilise, alors en fait, on peut en utiliser plusieurs. On utilise Minitab, en l'occurrence, pour ces exercices-là. Alors, une question d'Alexis Rossignol, Kinsels. Comment les différentes notes de cotation sont-elles attribuées lors de l'analyse de risque, expérimentalement via des essais préliminaires ou uniquement théoriques? Expérience des opérateurs sur d'autres méthodes similaires. Alors, on a fait tout un travail avec Isabelle et ses collègues de chaque terme pour évaluer de manière théorique, d'après nos connaissances de la méthode, d'après nos connaissances de cette méthode spécifiquement, mais aussi des ELISA en général, des recherches biblio, etc., pour évaluer le niveau de risque et donc la probabilité et le niveau
niveau de risque de chacun de ces paramètres et donc faire une cotation comme ça. Donc voilà, c'était un peu une combinaison de notre expérience, les autres méthodes similaires, notre connaissance de cette méthode spécifiquement, l'historique qu'on avait sur cette méthode, des tests qu'on a pu faire avec des temps plus ou moins longs. Donc voilà, on est remonté dans le passé de l'application de cette méthode-là chez nous pour pouvoir coter chacune de ces variables. Merci Sophie. En complément, je me permets effectivement, ça, on va un peu sur le domaine du management de la connaissance. Et cet exercice, comme l'a mentionné Sophie, a permis de capitaliser en fait toute cette connaissance des différents experts, l'historique, des données déjà générées, données bibliographiques. L'exercice de mapping des méthodes d'analyse de risque ont permis de capitaliser l'ensemble des éléments qui étaient à disposition, en tout cas au niveau du laboratoire. Également, Alexis vous demande comment les 27 essais d'ELISA ont-ils été choisis aléatoirement par le logiciel ou sur des bases objectives et ou choix conscients des analystes? Je vais répondre peut-être, Sophie. Alors, donc les paramètres étaient issus de l'analyse de risque. Les valeurs basses, hautes et cibles de chacun des paramètres ont été identifiées, comme l'a mentionné Sophie, par l'expertise métier, ce qui peut se produire dans la vraie vie de la méthode au laboratoire. Et ensuite, la répartition de chacun de ces paramètres avec chacune des valeurs pour les 27 essais ont été choisis par le logiciel de façon en fonction du plan qui avait été déterminé pour avoir un équilibre de l'ensemble des essais. Donc, ça a été basé sur, ça a été issu de façon aléatoire par le logiciel, mais encore une fois, pour nous permettre d'avoir un modèle au final qui n'allait pas évaluer que des essais avec des valeurs très hautes, que des essais avec des valeurs très basses, mais d'avoir des essais avec des valeurs cibles et à peu près le même nombre, en tout cas une proportion équivalente d'essais avec des valeurs hautes et d'essais avec des valeurs basses. Et également au niveau des facteurs de variabilité humains, variabilité opérateur, ont-elles été identifiés au cours de l'analyse de risque et ont-ils été testés? Alors, pour l'analyse de risque, pour l'étude de robustesse, alors, pour l'analyse de risque, on a évalué que les opérateurs on l'a évalué dans le cadre de l'analyse de risque, en prenant en compte le fait que les opérateurs sont habilités, sont formés, tous suivent la même procédure, donc les mêmes pratiques. Et dans le cadre de l'étude de robustesse, on a pris, notre critère cible était la moyenne de 30 déterminations, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Et ces 30 déterminations étaient le résultat de plusieurs analyses réalisées par plusieurs opérateurs. Donc, l'objectif, c'était de combiner cette variabilité opérateur pour avoir une moyenne commune en fait, à tous ces opérateurs. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Je ne sais pas si Isabelle veut compléter. Oui, non, effectivement, on n'a pas la variabilité opérateur pour cet exercice-là était inclus dans le plan de robustesse. Donc, on n'a pas identifié l'opérateur comme un paramètre variable, un paramètre à intégrer dans le plan de robustesse. Merci. On a également une question de Rima Ait Belkacem, je pense, Sophie, que tu dois connaître. Chez Hyposkesi, qui vous remercie pour votre présentation très informative et qui vous demande de par votre expérience à QBD sur les méthodes analytiques, HPLC et peut-être spectrométrie de masse, est-ce que le pourcentage de variables critiques à risque fort était beaucoup plus élevé que ces méthodes moléculaires? Du coup, pour vous donner un peu le benchmark, en fait, ça va dépendre et de la technique qui va être utilisée, donc soit la technique chromatographique ou technique ELISA, soit spectrométrie de masse, mais également de la partie préparation d'échantillons. C'est-à-dire que si on a une partie préparation d'échantillons critique qui est importante, qui a beaucoup d'étapes qui sont faites par l'opérateur, alors on peut avoir un nombre de variables critiques à niveau de risque fort qui est élevé. Donc, il faut vraiment combiner les deux. En général, quand on combine les deux, en moyenne, on n'a pas plus de variables critiques sur des méthodes chromato que sur des méthodes donc chromato-liquide, chromato-gaz, que sur des méthodes immuno, que sur des méthodes de biologie moléculaire. On est à peu près à 10%, c'est pour ça que c'était important pour nous de vous le présenter, 10, 12%, 15%,
Ça veut dire que ça donne une idée du focus qu'on doit faire sur les moyens mis sous contrôle. On n'est pas obligé de mettre des moyens mis sous contrôle sur les DSST, souvent des critères de validité sur l'ensemble des paramètres. Il suffit de travailler sur ceux qui ont un niveau de risque fort. Et en général, on est entre 10 et 15% sur l'ensemble des essais qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Merci. Alors Stéphanie Mathéo de Texel vous demande si vous pouviez détailler en quoi consiste le Life Cycle Analytic. Alors, Life Cycle Analytic, du coup, qui est décrit dans l'USP 1220, je ne sais pas si vous en avez connaissance, en tout cas, il est disponible sur le site de l'USP. Ce sont les 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase de design et développement de la méthode. La deuxième phase, qui est la phase de validation de la méthode. Et la troisième phase, qui est la phase de surveillance en continu de la méthode au niveau du laboratoire. Donc, le cycle de vie de la méthode regroupe ces 3 phases. Du moment où on commence à développer la méthode, on commence à réfléchir à designer une méthode, jusqu'au moment où cette méthode est appliquée en routine sur un produit commercial. Ce sont ces 3 grandes étapes-là. On nous demande également combien de temps a pris la mise en place de cette méthodologie à la QBD pour le test ELISA. Alors, ça a été réalisé en plusieurs étapes. Donc, il y a eu d'abord toute la partie formation de l'équipe Hyposcésie par Axeom. Donc, ça a pris quelques journées de formation. Ensuite, nous avons eu des sessions de travail, des workshops pour évaluer, pour déterminer quelles étaient toutes les variables et évaluer ces variables-là. Donc là, je ne me souviens plus exactement. Donc, on avait réparti ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais à chaque fois, c'était des workshops de quelques heures. Et ensuite, il y a eu la partie étude de robustesse. Donc là, le temps de réaliser les 27 essais, ça nous a pris quelque chose comme 2 ou 3 mois. Et enfin, toute la partie analyse de résultats et rapports. Donc, c'est une méthodologie qu'il faut développer donc, sur la durée. Je pense qu'Isabelle pourra répondre de manière plus détaillée en fonction des autres entreprises dans lesquelles elle a pu s'impliquer et appliquer cette méthodologie QPD. Donc voilà, de notre côté, voilà, ça a pris quelques mois, mais du travail au fur et à mesure avec des workshops répétés comme ça. Oui, effectivement, je partage. En fait, c'est une durée de quelques mois parce que l'analyse de risque, en général, se déroule sur 3-4 séances. Ensuite, on construit les plans d'expérience. Les essais se font au niveau des labos. Et le temps labo, il est forcément incompressible quand on a une vingtaine d'essais au labo. Et chaque essai correspond à des conditions différentes. Ça peut prendre du temps à mettre en place. On a une partie analyse des résultats. Donc, c'est vrai que ça peut prendre quelques mois. Maintenant, la sollicitation des équipes, elle est pas en continu, elle est ponctuelle. Donc, on va avoir une séance de travail toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça s'étale sur 1 ou 2 mois. Et après, c'est la partie documentation, préparation des plans d'expérience, documentation, protocole d'analyse de risque, le rapport d'analyse de risque, les protocoles de robustesse, rapport de robustesse. Je dirais qu'on est comparable peut-être à une validation, une fin de développement, validation de méthode analytique. On peut aller plus vite, parfois, si les personnes sont très disponibles, mais comme les équipes ont des activités qui sont là, c'est un projet qui se rajoute parfois aux activités quotidiennes, et du coup, les personnes ne peuvent pas se libérer, en tout cas à 100% pour suivre ces projets-là. Merci. On a également une question de Véronique Bernaudet de CleanCells qui vous demande dans l'analyse de risque, avez-vous pris en compte la variabilité des lavages manuels versus les laveurs automatiques? Si je me souviens bien, on avait dû en discuter, mais aujourd'hui, dans le cadre de notre procédure de méthode, on utilise des laveurs automatiques. Et donc, l'impact du lavage automatique versus lavage manuel avait été évalué précédemment chez Hyposcésie, donc on ne l'a pas réinclus dans l'étude de robustesse derrière. On utilise uniquement des laveurs automatiques. Donc, je ne sais pas si Isabelle, tu avais plus de souvenirs sur ce sujet. Bon, je te rejoins. En général, quand on travaille sur les méthodes ELISA, on évalue en fait, dans l'analyse de risque, on évalue la variabilité de chacune des étapes. Donc, si une méthode ELISA tourne soit en lavage manuel
Parfois, c'est l'un ou l'autre. Parfois, on a les deux possibilités dans les modes opératoires, hein. Ça peut être lavage manuel et laveur automatique. On évalue chaque fois dans l'analyse de risque toute étape du mode opératoire. Donc, en général, on évalue les deux. Et les deux ne ressortent pas forcément. Pour vous partager, aujourd'hui, ils ne ressortent pas comme critiques. On ne fait pas forcément d'études de robustesse. Les laveurs automatiques sont mis sous contrôle par la maîtrise de l'équipement. Et les lavages manuels, aujourd'hui, voilà, ça ne ressort pas forcément comme au niveau de la formation des techniciens. Les moyens de mise sous contrôle ne vont pas jusqu'à des études de robustesse pour ça. Nous avons également Michael Omsalem de Gilson qui demande si on peut revenir sur ce qui permet de qualifier un risque high. Est-ce que c'est l'impact? Est-ce que c'est la partie détectabilité? Oui, donc on a présenté l'overview de l'approche risque. En fait, ce sont les deux paramètres, donc la partie sévérité et la partie détectabilité, qui vont nous permettre d'identifier ce niveau de risque fort. Probabilité, pardon, excusez-moi. Je vois détectabilité, c'est la partie impact, donc sévérité et la partie probabilité. La partie détectabilité, alors la question n'a pas été posée, mais j'en profite puisque je le vois mentionner. Volontairement, on choisit, donc vous avez la possibilité, quand on tourne ces analyses de risque, de regarder la sévérité, la probabilité et la détectabilité. Volontairement, on choisit de ne pas intégrer la détectabilité, puisqu'elle pourrait masquer en fait, des paramètres critiques avec des niveaux de risque forts. Donc, on choisit de travailler uniquement avec l'impact sur la sévérité et la probabilité. Et la détectabilité, ensuite, elle nous permet plutôt de travailler au niveau des moyens de mise sous contrôle. Merci. Nous avons également une question de Laurence Jenson-Lé de Genosafe qui vous remercie pour votre présentation et qui vous demande si vous pensez réaliste d'appliquer la QBD à une méthode analytique cell-based, a priori hautement variable. Oui, alors pour répondre, en fait, l'approche Quality by Design analytique, elle s'applique pas, on ne va pas l'appliquer sur toutes les méthodes. C'est un travail, c'est de l'énergie, c'est des efforts. Donc, il faut faire un focus sur quelles sont les méthodes sur lesquelles il paraît pertinent d'appliquer la stratégie de Quality by Design analytique. Ces méthodes sont les méthodes quantitatives, des molécules d'intérêt ou des impuretés, mais sur les méthodes quantitatives et les méthodes justement qui sont complexes ou qui ont une haute variabilité. Donc, les méthodes cell-based sont des méthodes intéressantes pour dérouler une approche analyse de risque, pour vous permettre d'avoir plus de connaissances au niveau de la maîtrise et de la variabilité de votre méthode. Merci Isabelle. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il faut décrire les études de robustesse dans les sections de validation analytique des dossiers de soumission? Oui, donc alors c'est un choix de l'industriel pharmaceutique qui donc je fais une étude de robustesse, j'ai identifié des ranges dans lesquels mes variables de méthode peuvent varier et je serai toujours conforme à la performance de la méthode attendue. Quand ces essais sont réalisés, vous pouvez choisir les intégrer ou pas dans les sections réglementaires, sachant que c'est une vraie attente des autorités que le travail a été fait. C'est une recommandation aujourd'hui que nous, on fait aux industriels pharmaceutiques d'intégrer ces approches et tous les résultats des études de robustesse dans les dossiers réglementaires. Et effectivement, aujourd'hui, on a deux sessions. On a une section description de la méthode, une section qui est validation. En général, on les intègre dans la partie validation des dossiers de soumission. Très bien, écoutez, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, et puis on est là maintenant depuis justement 1 heure, donc on a dépassé l'heure de ce webinaire, on est dans le bon timing. Je tiens déjà à vous remercier toutes les deux pour à la fois votre présentation qui était très claire, et puis également d'avoir joué le jeu de répondre aussi bien à toutes ces nombreuses questions. On voit bien que le sujet de la QBD est un sujet important dans le cadre du développement de méthodes analytiques. Donc un grand merci à toutes les deux et un grand merci aux nombreux participants de ce webinaire et pour cette interactivité.
Eh ben, merci également à toi pour l'organisation de ce webinaire et merci à tout le monde d'avoir assisté à notre présentation et d'avoir posé des questions intéressantes. Donc, n'hésitez pas à solliciter Sophie ou Isabelle si vous voulez approfondir certains points par rapport à ce qu'elles ont pu exposer. Et puis, bonne journée à vous. On se retrouvera le 16 avril de mémoire pour le prochain webinaire du jeudi du biotesting. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. À très Bonne journée. bientôt. Merci. Au revoir.